Aujourd'hui, le thème est mesures municipales visant à réduire la conduite avec faculté affaiblie. Nous avons deux invités de MAD Canada. Alors, aujourd'hui, je veux vous présenter nos deux présentateurs. Éric Dumchat, qui est le directeur des affaires juridiques de MAD Canada. Il rédige les documents, il parle souvent avec les politiciens à tous les niveaux du gouvernement, les forces de l'ordre et les médias, le public, pour qu'il y ait des réformes de politique publique. Il est aussi impliqué au niveau international et national. Il a participé à plusieurs conférences. Il a un baccalauréat avec honneur de l'Université de Waterloo et une maîtrise aussi de l'Université de l'Ontario. Il a passé le barreau en 2017. Steve Sullivan est avec nous aussi, directeur général de MAD Canada. Il a 25 ans d'expérience pour prendre la défense des survivants. Il est un leader reconnu en termes de politique, des droits des victimes et des réformes politiques aussi. Il travaille souvent avec des prosécuteurs, des agents, des représentants de la loi. Il a un baccalauréat en droit de l'Université de Carleton. Alors, on va passer en revue les objectifs de la présentation. On espère qu'à la fin de la séance, les participants pourront parler des coûts et de la conduite avec faculté affaiblie au Canada, expliquer les domaines d'autorité que les gouvernements de différents niveaux ont en relation aux contre-mesures pour contrer, en fait, la conduite avec faculté affaiblie, décrire les outils dont les gouvernements locaux ont à disposition pour le faire et identifier différentes opportunités de réforme gouvernementale. Merci, Amanda. Je suis à Ottawa, les territoires non cédés des Anishinaabe et Algonquin. Je vais vous présenter quelques diapositives qui parlent de MAD Canada, le problème de la conduite avec faculté affaiblie, mais les recommandations vont prendre la plus grande part de notre présentation. Notre mission est donc de mettre fin à la conduite avec faculté affaiblie. On est la seule organisation qui fait cela au pays, qui offre des services directs aussi aux survivants. Et vous voyez ici les photos de personnes qui ont été impactées ou tuées par les personnes qui ont choisi de conduire avec faculté affaiblie. Notre historique ici, MAD, a bien sûr commencé aux États-Unis en 1980. On était là au mois dernier pour célébrer notre 45e anniversaire. Au Canada, il y avait plusieurs petites organisations comme CAID et Pride en Ontario qui se sont finalement rassemblées à la fin des années 80 pour former de façon plus officielle MAD Canada qui a été incorporée en 1980 et nous sommes une organisation caritative nationale. Au Canada, notre personnel, on n'est pas très grand, mais on a environ 1000 bénévoles à travers le pays et dans les communautés. Et on se fie beaucoup à nos bénévoles. Alors, la conduite avec faculté affaiblie, il y a des progrès dans la lutte contre cela. Il y a eu beaucoup de progrès dans les années 80 à 2000, mais cela reste une cause principale de décès et de blessures au Canada. Des centaines de personnes sont tuées ici au Canada à cause de cela. On parle ici d'alcool et de drogue. Et des milliers de plus ont été blessés, sont blessés de chaque
chaque année. Des personnes avec qui l'on travaille ont des blessures qui changent leur vie carrément et cela a beaucoup d'impact évidemment sur leur famille parce qu'ils ne se rétablissent jamais vraiment. Alors, les personnes qui ont des expériences vécues viennent nous voir pour avoir du soutien, mais deviennent aussi des défendeurs de notre cause avec beaucoup de courage. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de progrès pour réduire les accidents liés à l'alcool, mais ce progrès s'est un peu ralenti au cours de la dernière décennie. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus de drogues, par exemple, les conducteurs qui sont fatalement blessés, mortellement blessés. Alors, les tendances fait peur un peu parce qu'il y a de plus en plus de drogues. Et pendant plusieurs années, même avant la légalisation du cannabis. Alors, on voit cela depuis plusieurs années. Dans certaines municipalités, on voit qu'il y a des accusations qui augmentent. Ce n'est pas toujours une indication du taux de conduite avec faculté affaiblie, c'est plutôt une représentation de l'implication des forces de l'ordre, mais évidemment, ils ont des outils de dépistage de l'alcool pour avoir des échantillons. Si les personnes ont des facultés affaiblies, on entraîne aussi de plus en plus d'agents pour pouvoir agir sur la route. Nous pensons que la conduite avec faculté affaiblie n'est pas un accident, c'est une décision. Quelqu'un décide de prendre le volant avec faculté affaiblie et malheureusement, ce sont les victimes qui payent le prix de cela. Les jeunes sont très touchés, sont à plus haut risque, les jeunes hommes surtout, mais aussi en termes de décès et de blessures, on voit qu'il y a une surreprésentation des jeunes. La moitié des accidents impliquent des jeunes de 15 à 24 ans. Les décès liés à la drogue excèdent maintenant ceux liés à l'alcool. C'est très préoccupant. Et il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine en termes d'éducation des jeunes, ce que l'on fait, mais aussi de faire comprendre les risques de conduire après avoir pris de la drogue. Alors, très rapidement, et ça, ce sont des données de 2021. Canada fait beaucoup de choses très bien, mais pas les données nécessairement. Alors, c'est un peu obsolète, mais environ 80 000 d'accusations en tout et de suspensions de permis à court terme ont été déposées en 2021. C'est 206 accusations et suspensions pour chaque 100 000 Canadiens et environ 215 accusations et suspensions déposées par jour. On sait que alors le problème est encore persistant et c'est encore un problème de sécurité publique. Dans la première diapositive, on a vu qu'on avait 5 catégories. Les services aux victimes, c'est un de nos éléments principaux. La sensibilisation publique et l'éducation. Mais aujourd'hui, on va parler de la policy publique. C'est un de nos piliers principaux et on travaille avec tous les niveaux de gouvernement. Ici, on va parler de gouvernements municipaux et on essaie d'examiner du mieux possible la preuve d'autres juridictions partout au monde et au pays aussi pour voir ce qui fonctionne et fournir aussi des solutions fondées sur la preuve au gouvernement. On essaie d'identifier les pratiques exemplaires qui vont être les plus logiques pour réduire la conduite avec faculté affaiblie au Canada. On parle aussi continuellement avec les gouvernements, les représentants des gouvernements, les représentants aussi d'application de la loi, parce qu'ils jouent un rôle très grand aussi pour essayer aussi de changer les comportements. On participe à de la recherche, on partage des idées, on fait la promotion de politique, pardon, tout cela dans le but de réduire la conduite avec faculté affaiblie.
On essaie donc de se concentrer sur les 3 niveaux de gouvernement. Au cours des dernières années, on a fourni ou développé des recommandations pour chaque niveau. Alors, vous voyez ici les rapports des 10 principales recommandations. C'est sur notre site Web aussi. On parle donc de changement du code criminel, du dépistage, la technologie dans les voitures. Au niveau provincial et territorial, nos documents ont des recommandations un peu plus larges, mais se penchent aussi spécifiquement sur chaque province ou chaque municipalité. Je vais rapidement dire que c'est toujours difficile de développer des recommandations pour les municipalités parce qu'elles sont toutes différentes en termes de taille, de population. Alors, on sait très bien que certaines de nos recommandations ne peuvent pas être également appliquées dans chaque juridiction, par exemple sur le transport public, parce que cela va être différent dans une grande ville ou une zone rurale. Et on essaie de refléter cette réalité. Je vais donc donner la parole à Eric qui va parler des recommandations plus précises. Alors, je suis à Toronto, les territoires ancestraux des Anishinaabe, des Chippewa, des Anishinaabe et des Wendat et du traité 13. Les premières recommandations qui touchent le dépistage de l'alcool pour s'assurer que les voitures de police ont les dispositifs nécessaires et que la police a le financement adéquat pour pouvoir appliquer la loi sur les routes. Alors, Steve a déjà dit que le dépistage est très important. C'est important que les polices puissent demander des dépistages. Pour faire cela, il faut qu'ils aient des dispositifs autorisés et dans d'autres rapports, on a parlé avec des polices pour appliquer les recommandations du projet de loi C-46 et on nous a dit que les policiers n'avaient pas assez de ces dispositifs. La Cour suprême a aussi dit que si vous voulez utiliser ces dispositifs dans une enquête sur la conduite affaiblie, il faut que vous ayez ces dispositifs sur vous. Et avant, les policiers devaient partir de la station. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mesures de dépistage obligatoires? C'est parce que les policiers ne peuvent pas toujours détecter l'alcool. Une étude a trouvé que 90 avaient 0,05 mais moins de 0,08 et la plupart des limites provinciales est 60 des conducteurs donc avaient un taux d'alcool plus haut, mais les policiers ne pouvaient pas détecter ces taux. Alors, des décennies de recherche dans plusieurs pays ont dit que des programmes bien en place pouvaient vraiment réduire les collisions, les accidents et les blessures. Alors, ce n'est pas seulement de pouvoir arrêter ces personnes, mais de leur donner l'impression que s'ils prennent le volant avec des conduites affaiblies, vous allez être arrêté et vous allez être testé. Alors, pour atteindre ce but, il faut qu'au moins un tiers des conducteurs soient testés annuellement. Alors, il faut que les policiers aient les dispositifs dont ils ont besoin et aussi le financement pour être proactifs. Notamment en pouvant avoir des points de contrôle. Encore une fois, quand on a parlé dans notre programme national avec des policiers, plusieurs ont dit on n'est pas capable d'être proactif parce qu'on a des problèmes de personnel, de ressources, et on n'a pas, et que les personnes, notre effectif est trop occupé et on n'a pas le temps de s'occuper de la sécurité routière.
Et c'est un problème lorsque la sécurité proactive et les points de contrôle sont très importants pour assurer que ces personnes sont dissuadées de prendre le volant avec faculté affaiblie. On veut que les municipalités fassent la promotion de programmes de suspension sur route immédiate ou IRP en anglais. Il y a 5 juridictions en anglais au Canada qui l'ont: la Colombie-Britannique, l'Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick, qui vient juste de commencer au début de l'année, et le Yukon, techniquement, qui n'est pas encore en vigueur parce qu'ils viennent de revoir leurs lois sur la circulation. Alors, sous ces régimes, les policiers peuvent immédiatement, avec les conducteurs qui sont dans une certaine catégorie, quand il n'y a pas de décès, pas de blessures, en fait, appliquer des mesures administratives strictement. Et pourquoi est-ce qu'on veut que cela se produise? D'abord, c'est parce que les municipalités n'ont pas l'autorité ou les pouvoirs constitutionnels d'implémenter ces programmes. Alors, il faut qu'elles demandent aux provinces ou territoires de le faire pour elles, mais cela leur permettrait d'économiser beaucoup de temps. On a dit que les policiers vont d'un appel à l'autre et on pense que ça les aiderait. Ça prendrait beaucoup moins de temps, moins de ressources. Et c'est intéressant de voir que cela prend 4 heures, peu importe où l'on est au pays, et une suspension immédiate IRP prend de 25 à 30 minutes. Alors, c'est une grande économie de temps. 30 minutes, c'est beaucoup plus vite. Ça, c'est au départ. Les policiers ont d'autres obligations, bien sûr, mais les policiers peuvent compléter cela beaucoup plus rapidement, peuvent retourner sur la route, répondre à d'autres appels proactivement et mettre la loi en application. En Colombie-Britannique, ils l'ont implémenté dans le cadre d'un programme, une réforme de sécurité sur la route plus large. On ne peut pas dire, bien sûr, que ce n'est que cela qu'il y a, ce n'est que pour cela qu'il y a une réduction, mais on a vu une grande réduction dans les 10 années qui ont suivi la mise en œuvre de leur IRP. C'est plus efficace, il n'y a pas de temps devant les tribunaux, il n'y a pas de prosécuteurs, il y a moins de ressources policières nécessaires. Alors, on sait, les budgets sont serrés partout. Alors, pouvoir en faire plus avec moins de ressources ou les mêmes, c'est positif pour tout le monde. Et on a parlé avec des policiers dans des juridictions comme au Manitoba qui ont un IRP, qui n'ont pas de IRP, pardon, et les accusations criminelles sont les mêmes, mais ils font des IRP au Manitoba et les IRP sont personnalisés par les provinces pour traiter ces besoins spécifiques et les comportements de conduite avec faculté affaiblie. Alors, les suspensions de permis, chacun de ces programmes sont un peu différents, mais c'est un processus excellent de notre point de vue. Alors, mettre en œuvre une stratégie complète de vision zéro, c'est ce qui veut dire les humains sont l'élément le plus faible des systèmes de sécurité de la route. Alors, on veut que les municipalités offrent plusieurs façons de revenir à la maison en toute sécurité, par exemple le transport public, la location de voitures, mais on sait très bien que c'est différent dans chaque
chaque municipalité. On sait très bien qu'il y a des différences entre Toronto et Cornwall, par exemple. Alors, on a la flexibilité dans nos recommandations. Les municipalités doivent s'assurer d'avoir une politique sur l'alcool qui est régulièrement revue et considérer aussi une politique municipale sur le cannabis. On sait que le cannabis récréatif est nouveau, c'est une nouveauté relativement. La consommation, on est au début, alors il faut faire un peu attention ici. On nous demande de plus en plus de donner notre opinion là-dessus. Est-ce que ça devrait être autorisé pendant les festivals de musique, par exemple? Est-ce qu'on doit choisir entre l'alcool et le cannabis? Parce que si les deux sont ensemble, ça a un effet beaucoup plus grand sur les facultés. Alors, choisir l'un ou l'autre. Établir ou participer à des programmes de dernier verre pour réduire les conduites avec facultés affaiblies en travaillant avec les établissements, les débits de boissons. Par exemple, si les policiers, lorsqu'ils testent des conducteurs, on leur demande où est-ce que vous avez consommé de l'alcool. Parfois, c'est à la maison ou chez des amis, mais s'ils font la mention, d'un débit de boisson, alors les policiers peuvent lancer une investigation pour s'assurer que ces établissements ne servent pas les consommateurs, les clients, au-delà du point d'intoxication. Alors, établir un comité de revue, une source de données systématiques sur tous les aspects, sur les faits qui ont contribué aux accidents et aussi fournir des recommandations et identifier d'autres domaines qui pourraient être susceptibles aux mêmes circonstances et les régler de façon proactive. Aussi, de travailler avec des intervenants pour développer et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation à la conduite avec faculté affaiblie, des campagnes en masse, par exemple, la campagne appelée 911 pour les policiers aiment ça beaucoup, surtout si la personne est capable de dire le numéro d'immatriculation parce que des unités peuvent attendre à la maison de la dite personne et peuvent l'attendre à la maison plutôt que de les poursuivre à travers la ville. Aussi, adopter un programme de signalisation. Et avec cela, je vais redonner la parole à Steve. Alors, ça, c'est un exemple d'une de nos grandes campagnes, la campagne 911. Alors, on encourage tout le monde qui pense qu'il y a un conducteur avec faculté affaiblie sur la route à appeler 911 et cela pourrait sauver des vies. Comme Eric l'a dit, des policiers nous ont dit que c'était très efficace parce qu'ils reçoivent beaucoup d'appels et on voit d'année en année que les numéros augmentent. Alors, une hausse de 45 à 80 des appels. Alors, c'est très positif. Alors, ça, c'est un autre exemple d'une autre annonce publique. On essaie de trouver toujours différentes façons de parler au public. On sait que les jeunes hommes sont très à risque. Alors, plusieurs de nos campagnes sont très émotives. Alors, on voulait essayer quelque chose un peu différent, se concentrer sur un message positif pour les jeunes hommes qui prennent la bonne décision. Si l'on pouvait jouer ici où il y a comme un thème, une musique de Superman à la fin, donc prendre des bonnes décisions, donner leurs clés à leurs amis, monter à bord d'un taxi, encore une fois pour attirer
l'attention des jeunes hommes de façon positive. Alors, notre dernière diapositive ici, une de nos recommandations, c'est d'avoir des signalisations sur la route. On a signé avec la province d'Ontario une entente pour pouvoir mettre de la signalisation routière sur la route là où des personnes ont été tuées par des conducteurs avec facultés affaiblies sur une autoroute. Vous voyez, la première ici, c'est DJ qui revenait d'une partie de hockey et ses parents étaient dans une voiture, deux ou trois voitures derrière lui et malheureusement, DJ a été tué. Son père était avec lui. Depuis, on a signé des ententes avec plusieurs provinces. On doit On a signé aussi avec la Colombie-Britannique il y a un mois, mais dans plusieurs juridictions en Ontario, on a travaillé avec des municipalités pour mettre de la signalisation sur les routes municipales aussi. Euh, c'est plus difficile parce qu'on travaille avec toutes ces municipalités, mais le premier que vous voyez ici pour Ashley Vaillancourt, c'était à Niagara. On a travaillé avec quelques familles. C'est toujours à la demande des familles, tout d'abord. Il faut que les familles veulent que ce panneau soit là, ils doivent l'approuver, etc., etc. On ne ferait pas ça sans la permission des familles, bien sûr. On paye pour les panneaux, la municipalité l'installe, mais c'est une autre façon d'honorer les personnes qui sont décédées et pour rappeler aussi aux conducteurs, aux personnes sur la route, que cela peut se produire. Et ça a beaucoup d'impact. Alors, ça fait partie de nos services aux victimes